Chers amis rêveurs, oui je me suis coupé les cheveux et je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième vidéo commentaire consacrée à l'histoire de la naissance des dieux grecs. Comme je l'avais annoncé dans le dernier épisode, nous allons analyser aujourd'hui les différentes étapes du récit jusqu'au moment de la naissance de Zeus, là où dans ma version je me suis arrêté pour le moment. Et on commence tout de suite. Comme on a déjà beaucoup parlé du chaos dans le dernier épisode, je ne vais pas m'étendre davantage sur le tout début du récit et passer directement à la suite. Je rappelle simplement que tout l'enjeu de cette histoire est de nous faire découvrir comment notre univers a pu évoluer pour passer progressivement de chaos, le désordre, à cosmos, l'harmonie. Du chaos initial émergea donc Gaïa, la terre-mère, première étape de la création du monde. Dans le texte d'origine, il faut savoir que d'autres divinités apparaissent en même temps que Gaïa, comme par exemple Nyx, la déesse de la nuit, et sa fille Héméra, la lumière du jour. Mais je reviendrai sur ces divinités dans une autre future vidéo. Pour le moment, poursuivons le récit. Gaïa engendra Ouranos, le ciel, et elle s'unit avec celui-ci pour enfanter trois races immortelles, les Hécatonchires, les Cyclopes et les Titans. La première chose qui frappe avec cette nouvelle génération de dieux et déesses engendrés par la Terre, c'est pour certains d'entre eux leurs apparences très chaotiques si je puis dire. En sachant que les futures divinités comme Zeus et ses frères auront des formes parfaitement humaines, il est intéressant de noter le contraste entre leurs apparences et celles des premiers enfants de Gaïa. Les Cyclopes n'ont en effet qu'un seul œil et un gros au milieu du front. Quant aux Hécatonchires, le moins qu'on puisse dire c'est que leur apparence est un vrai désordre en soi. 100 bras et 50 têtes, c'est juste absolument énorme. Vous imaginez le nombre de kebabs qu'ils pourraient manger en même temps? Pas sûr que ce soit bon pour l'estomac ça. Mais qu'est-ce que je raconte moi? Bon, passons. Si les premiers êtres engendrés par Gaïa ne ressemblent pas tous complètement à des hommes, contrairement aux futurs dieux de la génération de Zeus, c'est peut-être parce que ce sont les premières divinités de ce genre à voir le jour. En effet, jusqu'à présent, les dieux et déesses engendrés dans l'histoire n'étaient pas vraiment des personnes, mais plutôt des éléments comme la terre, le ciel, le jour et la nuit. C'est donc la première génération de dieux ayant des formes plus ou moins humaines à voir le jour. Et comme il s'agit de la première, ils n'ont pas encore des formes parfaites. On est encore très proche du chaos primordial à ce stade du récit. L'univers vient à peine d'entamer sa formation, il est donc normal qu'il y ait des choses qui ne soient pas encore tout à fait au point. Ceci étant dit, poursuivons le récit. Suite à la naissance de ses enfants, Ouranos, leur père, sera tellement dégoûté de l'apparence des Cyclopes et des Hécatonchires qu'il empêchera sa femme Gaïa la Terre de les faire sortir de son ventre, en restant unis et collés à elle. Irritée par le comportement très abusif de son mari, Gaïa décidera de le punir en ordonnant à son fils Cronos, le dernier né parmi les titans, de le castrer. Pour cela, elle lui remettra une faucille dont le titan se servira pour trancher les parties génitales de son père. Ah! Ce geste de l'émasculation est très symbolique, car il va non seulement entraîner la libération, et peut-être pourrait-on même dire la naissance de l'espace et du temps, j'y reviens juste après, mais c'est aussi un acte chaotique d'une violence inouïe qui va amener un profond déséquilibre dans le monde. Examinons la situation pour bien comprendre les conséquences d'un tel acte. Jusqu'ici, Ouranos empêchait ses fils, la future génération de dieux, de sortir du ventre de Gaïa. Il empêchait donc quelque part l'avenir de sortir. En restant couché sur Gaïa, Ouranos bloque le futur, et alors le temps se fige. Les enfants ne peuvent pas sortir, et la Terre est prisonnière de son mari. Absolument rien ne bouge, jusqu'au moment de la castration, qui tout d'un coup va libérer le temps qui était enfermé, qui va s'écouler de nouveau. Cela va aussi permettre de dégager l'espace qu'occupait le ciel, puisque dans sa douleur, il se séparera définitivement de la Terre. Tu m'étonnes. Les enfants vont alors prendre la place de leur père, en habitant désormais dans cet espace qu'il a laissé à la surface. Et c'est peut-être ça qu'Ouranos voulait surtout éviter. En restant couché sur Gaïa, il empêchait ses fils de prendre sa place entre la Terre et lui. Il ne voulait pas que ses enfants ne lui retirent sa position dominante et son lien physique avec la Terre. Et donc, il les a enfermés.
C'est aussi d'une certaine manière ce que fera Cronos à son tour, en avalant ses propres enfants, de peur que l'un d'eux ne prenne un jour sa place sur le trône après l'avoir chassé, ce qui finira de toute manière par arriver. Zeus lui-même se retrouvera confronté au même problème une fois arrivé au pouvoir. Ouranos et Gaïa le mettront en effet en garde de ne surtout pas s'unir avec une certaine métisse, de peur de voir l'enfant qu'il concevrait avec elle lui dérober un jour le pouvoir. On vit donc dans un monde où les pères doivent craindre de se faire renverser par leurs propres enfants. Et du coup, face à cette situation, il n'y a que deux solutions possibles. Soit comme Ouranos, on bloque tout, on les enferme, mais alors dans ce cas-là, on condamne le futur. Soit on laisse pisser, on les laisse naître, mais alors dans ce cas, on prend le risque d'entrer dans un cycle sans fin. Bah oui, parce que si à chaque fois le père se fait renverser par le fils, qui devient roi et père à son tour, pour finalement se faire renverser à son tour par ses propres enfants, et de manière violente en plus, ça veut dire que le pouvoir ne sera jamais stable, et que la guerre sera toujours présente dans l'univers. Dans ces conditions, il est impossible d'arriver un jour à bâtir un ordre universel, autrement dit, un cosmos. Fort heureusement, Zeus, par une manœuvre habile, parviendra à briser ce cycle. Il enfantera une descendance qui ne l'empêchera pas de conserver son trône, ce qui mettra fin à la malédiction. Une autre conséquence de la castration d'Ouranos va être la naissance de terribles créatures que l'on appelle les Erinnyes. Les Erinnyes, ce sont ces déesses grimaçant de haine avec de grandes ailes noires sur le dos qui émergent du sang versé par Ouranos après sa castration. Ces déesses, que les Romains appelaient à juste titre les Furies, sont des représentations personnifiées de la haine et de la vengeance. Leur fonction principale dans la mythologie grecque est la vengeance des crimes. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'elles châtient tout particulièrement les fautes commises contre la famille. Leur apparition à ce stade du récit, et surtout dans ces circonstances, n'est certainement pas une coïncidence. Cronos a commis un crime en émasculant son propre père, et ce crime doit être puni. La vengeance d'Ouranos sera exécutée par Zeus, qui, après avoir vaincu Cronos, l'enfermera pour toujours dans le Tartare, le plus sombre niveau de l'enfer situé dans les entrailles de la terre. Ces éléments du récit mettent bien en valeur, à mon sens, la nécessité pour que le monde puisse un jour atteindre le cosmos, que les criminels soient jugés et punis. Il ne peut pas y avoir d'ordre ni de paix s'il n'y a pas de justice. Zeus le sait, et c'est peut-être pour cela que l'une de ses épouses, parce qu'il faut savoir qu'il en a eu 3 au total, sera la titanide Thémis, la déesse de la justice. Du sang versé par Ouranos naîtront également les géants, des créatures violentes qui adorent se foutre sur la gueule avec les dieux, ainsi que les Méliades, les nymphes des frênes. La naissance sanglante de ces déesses que l'on appelle les Méliades n'est pas sans rappeler leur lien avec la guerre, car il faut savoir que le bois des frênes qu'elles représentent était utilisé dans la fabrication de certaines armes comme les arcs et les lances qui servaient autrefois à faire la guerre. Suite à l'émasculation d'Ouranos et à la séparation de ce dernier avec Gaïa, Cronos prit le pouvoir et enferma de nouveau ses frères Hécatonkir et Cyclope sous terre, ce qui déplut bien sûr fortement à sa mère Gaïa. Le mec a réussi à se mettre ses 2 parents à dos quand même, hein. Et non content d'avoir mutilé son propre père parce qu'il le faisait chier, et d'avoir rejeté de ce monde ses frères difformes parce qu'ils étaient moches, le voilà maintenant qui se met à dévorer ses propres gosses. C'est quoi ton putain de problème avec la famille, mec ? La liste de ces crimes continue donc de s'alourdir et le nombre d'opposants à son règne d'augmenter. Gaïa, Ouranos, les Hécatonkir, les Cyclopes et ses propres enfants, tous sont contre lui. Seuls ses serviteurs et une bonne partie des titans et des titanides le soutiennent. Mais ce qui marquera véritablement le début de la fin pour Cronos, ce sera quand, dans sa bêtise, il avalera sans la regarder attentivement la grosse pierre que sa femme Rhea gardait contre elle, en croyant qu'il s'agissait de son 6e fils. Et c'est ainsi que pendant plus d'1 décennie, Cronos régnera sur le monde, sans se douter que quelque part dans une grotte, il a un fils qu'il pense avoir avalé, qui attend patiemment le jour où il pourra venir lui mettre une branlée. Le glaive de la justice s'abattra sur Cronos, et avec la répartition du monde entre les dieux, l'univers atteindra enfin sa forme finale, le cosmos. Mais malheureusement, avant d'arriver à ce résultat, Zeus aura encore une toute dernière bataille à livrer. Quoi, c'est pas fini? Et non, car il devra encore affronter les terribles géants. Mais ça
ce sera un sujet pour une prochaine vidéo. En attendant, c'est la fin de cette vidéo-ci, j'espère avoir été à peu près clair tout du long. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si ce n'était pas le cas, et à me dire ce que vous avez pensé de manière générale de ces 2 vidéos commentaires, dans lesquelles j'ai vraiment essayé de faire le tour complet de ce récit, du moins en tout cas jusqu'à la naissance de Zeus. Likez, commentez et partagez, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Léonard, salut!